but rituel? Non, c'était pour étudier les races. C'était pour vraiment cataloguer les gens en différentes races. C'était l'approche encore du ministère des colonies à l'époque. De comment la photo qui est beaucoup plus parlante. Parce qu'il en voulait faire des œuvres d'art, des pièces, beaucoup plus que les photos, ils avaient aussi. Mais ils voulaient vraiment quelque chose de plus physique pour montrer aux gens. On tient le tambour par le cou et ceci, les autres servent à communiquer vraiment des messages quotidiens de village en village, les grands. Ici, c'est plus pour communiquer avec les dieux. Donc, c'est des tambours divinatoires. C'est comme une danse ici, ils sont assemblés un peu dans notre manière d'être présentés. Bien. Oui, c'est plus, mais ça a été utilisé par les Africains pour être mis sur des tombes. Donc c'est à la fois un peu, j'avais bien que le petit chien soit à côté de lui pour ça. Laurent Bézély. Vous venez de terminer une expo qui est un peu emblématique, c'est-à-dire qui reprend pas mal d'œuvres du musée de Tervuren et qui en réalité, toutes ces œuvres font un peu référence au parcours, à ce parcours du Max finalement, parce qu'on retrouve... On démarre l'exposition par ces empreintes qui font penser à Pennone, et puis plus loin avec les Nas, on pense inévitablement à Anish Kapoor. Il y a toute une série de références à toutes vos expos, Boltanski bien sûr, on les retrouve à travers ces photos de famille qui sont... et donc c'est une intention qui a vraiment été pensée comme une expo testamentaire Non, je crois que c'est simplement un des seuls avantages, sinon le seul avantage de vieillir, c'est qu'on accumule un peu d'expérience. Je crois que c'est le seul, parce que sinon on a mal au dos et bon, c'est pas très agréable. Mais non, et en fait, je ne sais pas si on se souvient bien, mais j'ai ouvert le musée avec musée d'art contemporain et il y avait 2 pièces du XVIe siècle dans l'exposition d'ouverture. Véritablement, si je dois penser à ce qui m'a poussé à travailler dans... Peut-être pas tout de suite, il faut le temps que les choses se mettent en place, qu'on réfléchisse, qu'on devienne plus mature. Mais ce qui m'a poussé, c'était vraiment le sentiment que la curiosité est le vrai moteur de la culture. Et que la curiosité ne se limite pas, comme malheureusement on le voit un peu parfois dans certains musées d'art contemporain ou d'art ancien ou d'art ceci ou d'art cela. La curiosité, l'intérêt, c'est de s'ouvrir à d'autres fonds. Moi je veux dire, cette invitation du musée de Tervuren a été miraculeuse pour moi. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai pu entrer dans les réserves d'un musée qui m'était totalement inconnu.
Je ne connais pas les collections d'entomologie, je ne connais pas les collections de zoologie, de linguistique, je ne connais rien de tout ça. Enfin, comme tout un chacun, on a une culture générale. Et tout à coup, à chaque fois, je voyais des objets qui pouvaient permettre de mieux regarder la suite de Rieneke d'Extra. De mieux me permettre de placer les deux gamins de Liverpool qui regardent chacun une ligne d'objets manufacturés par les hommes et d'objets, j'allais dire, manufacturés par la nature. Voilà. Et tout à coup, leur présence devient autre chose que simplement des belles images dans un musée. Ça devient presque le regard qui me renvoie et que je porte. Alors je sais, je ne veux pas le définir comme ça dans l'exposition, mais placer ces deux gamins-là à cet endroit-là transforme le regard qu'on a sur eux. Je n'ai jamais dit que les photos de Rieneke d'Extra avaient besoin de cette mise en place pour être vues, mais la mise en place peut ajouter quelque chose pour quelqu'un qui est amateur d'os d'éléphant, pour quelqu'un qui est amateur d'instruments africains. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment est-ce que le plus possible de gens vont être amenés à mieux regarder. Je crois, puisque j'arrive tout doucement à la fin d'une carrière, que le principal, je vais dire le seul, mais c'est faux, le principal travail d'un musée, c'est de faire l'apprentissage du regard. Et il y a des quantités de façons différentes de le faire. Moi, j'ai opté depuis pas mal d'années dans une voie. Je pense que d'autres voies sont tout aussi légitimes et remarquables, je ne dis pas du tout. Mais j'ai opté pour une voie dans laquelle je continue à me complaire. Je veux dire, quand on m'a demandé à Bruges de faire l'exposition des pleurants du XVe siècle, du tombeau du Hardy, voilà, je pouvais les compléter par autre chose. Et c'est ça alors il y a les amateurs du XVe qui viennent et puis qui sont un peu troublés par les photos de Feldman ou inversement. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'on ne sait jamais par quel côté les gens vont prendre. Je citais tout à l'heure l'exemple des termitières. L'entomologue va venir et va dire ça c'est des termitières de ceci, ça c'est des fourmilières de ça. Et puis l'amateur d'art qui vient habituellement au musée va dire non de Dieu ça ressemble à du Jean Harpe. Ça ressemble aussi à Hubert Duprat. Et on est parti. Non, une expo que vous avez programmée ici. Comme c'est prodigieux ça, que le même objet puisse être vu de manière si opposée, mais si légitime. Oui. Donc la vérité n'existe pas. La vérité n'existe pas, mais Et la diversité des regards est le moteur de la richesse. C'est ça. Et moi je suis ravi quand tout à coup des collègues du musée de Terreville me disent mais on ne savait pas qu'il y avait tant de beauté dans notre musée. Et bien sûr, ils le savaient, mais ils ne l'avaient pas vu. La diversité du regard, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même une conception du regard qui est axée sur une mythologie. C'est la mythologie d'André Malraux, du musée imaginaire. Hein, on est plus tourné vers cette façon d'aborder, comme Malraux, vous abordez l'art ancien comme lui. Malraux, il voulait faire des typologies sur l'ensemble des choses. Moi, je pense que... En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est, par exemple, dans la mise en place, jusque hier soir, c'était très, très tendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait tout à coup une phraséologie poétique qui se dégage. Certains objets, simplement parce qu'ils sont pas très loin l'un de l'autre, créent quelque chose qui m'échappe, mais qui est de l'ordre du poétique. Les petits cruchons hollandais moches qu'on a retrouvés sur les tombes africaines comme exemple de richesse et que les archéologues simplement les disposer à côté des bocaux, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas.
Mais tout à coup, je savais que, en les mettant là, enfin, je savais, je l'ai découvert aussi moi-même. C'est un peu comme de l'écriture, hein, de l'écriture. La poésie vient de la coordination, de l'adjonction d'objets qui... Si on dit les blés sont mûrs, on fait de l'agriculture. Si on dit l'or des blés, on fait de la poésie. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple et aussi compliqué à mettre en place, hein, parce que c'est très compliqué. Ça se joue à peu de choses. C'est ça. Moi, je vais essayer que l'or des blés apparaisse à certains moments dans l'exposition. Une belle formule. Mais moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est que les œuvres du musée Tervuren, on peut les toucher. Il y a ces tambours qui résonnent, qui font un peu partie de la vie. Face aux photographies de René Distra, on a un peu l'impression que les photos sont fossilisées et que la magie de la poésie de la vie reprend le dessus. Et que finalement, ce sont les objets de Tervuren qui parviennent à animer une pièce. Je n'y avais pas fait attention, mais c'est tout à fait vrai. C'est un peu négatif en vrai, finalement, de la vie. Tout à fait vrai. C'est que, et c'est peut-être un des gros travers des musées, même contemporains, c'est de figer les choses. Mon Dieu, on est dans l'actualité et on fige déjà. Alors on le fige parce que les pièces valent beaucoup de sous, il y a tout ça, les assurances, mais notre rôle n'est pas de les figer. Et donc, oui, c'est exact. Moi, je n'avais pas fait attention à ça. C'est-à-dire que c'est vrai que les os d'éléphant et les tambours, on peut tapoter dessus et ça fait du bruit. Cette désacralisation les autres sont fondamentale aujourd'hui. Sont figés. Et c'est peut-être un des boulots que les générations à venir auront à faire, c'est de remettre un petit peu de souffle et oublier qu'un bacon vaut 142 millions d'euros. Ce qui est immoral. Bacon, je ne dirais pas, mais à Jeff Koons, ça c'est plus dramatique. 142 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie pour aider Peut-être que la crise de l'Ebola serait finie. Mais Bacon, on peut encore le comprendre. On est toujours dans l'art. On n'est pas dans l'artifice, le côté moi, je me souviens du que marché. Ce jour-là, le jour où j'ai entendu à la radio qu'il y avait 142 millions qui avaient été donnés pour le triptyque de Bacon, au même journal parlé, on disait que l'ONU, je ne sais pas quoi, cherchait 30 millions pour sauver une population de la famine. Et là, j'ai beau être conservateur d'un musée, je ne peux pas avaler une chose pareille. Il y a quelque chose d'insupportable dans le monde là-dedans. Le type qui a donné 142 millions pour ça peut très bien ou bien donner 30 millions en plus ou se passer du bacon pour réduire la crise de l'Ebola est réduite. 142 millions la crise de l'Ebola. Et voilà qu'il va y avoir des populations, des milliers de gens qui vont mourir. À propos d'argent, la dernière pièce achetée par le Max. Un Ronnie Horn. Un Ronnie Horn. Une double photo de Ronnie Horn, sublime, une sorte de regard double d'elle-même. Hein, c'est un autoportrait de 2 fois, qui est une pièce prodigieuse. Prodigieuse, ça c'est grave. Oui, c'est en cours. C'est en cours. On n'a pas encore eu la signature qui... Mais logiquement, ça devrait être en cours. Et c'est une pièce... oui, c'est une pièce un peu à l'image de ça. C'est l'image qui se regarde elle-même. Nous regardons les images de notre grand-mère, nous regardons les... Et en fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'image qui se regarde elle-même et qui, 2 fois... si je regarde celle de droite, est-ce que je vois la même chose que celle de gauche, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça, c'est la variété du regard, dire qu'est-ce que je vois. Alors, notre problème dans l'histoire de l'art, et dans les critiques, et dans les conservateurs, et dans tout le milieu, c'est que nous assénons des vérités. Et là, maintenant, je commence à me dire que, en termes de vérité, j'ai dû en asséner l'une ou l'autre quand j'étais plus jeune, et sans doute que je serais amené peut-être à les regretter un jour. Il n'y en a pas. Il y a le type
qui fait son masque africain le mieux possible. Le mieux possible pour qu'il fonctionne. Pour qu'il fonctionne. Est-ce qu'il doit être beau pour fonctionner ou est-ce qu'il est simplement beau parce qu'il a fonctionné? C'est ce renversement de la pensée qui m'intéresse. Et maintenant, c'est ça qui m'intéresse. C'est tout à coup de dépasser l'orgueil du faiseur et du regardeur et dire, allez, soyons un tout petit peu tolérants dans le regard. Après, on verra bien ce qu'il va en donner. Mais je suis ravi d'avoir, pour une des dernières expositions que je fais au Max, d'avoir eu cette opportunité phénoménale, hors du commun. Ça a été le Père Noël est passé en décembre 2012, et le Père Noël ressemble à Guido Grèce. Je ne sais pas s'il le sait, hein, qu'il ressemble au Père Noël. Il est incroyablement sympathique et généreux. Il a tout ouvert. Parce que je lui ai dit, je voudrais voir les réserves. Je te donne quelqu'un qui a toutes les clés. J'ai ému, surpris, fier, étonné, impressionné un peu de tout. Je cherche des adjectifs parce que Laurent Busine a donné quand même un regard très original dans une scénographie qui est sans doute spectaculaire dans sa simplicité et dans cette approche sobre. Ça démontre l'importance de la recherche scientifique sur les collections parce que c'est pas une pièce, c'est chaque fois des dizaines de pièces. Et ça montre des collections que moi je connaissais à peine moi-même, on en a tellement interviewé. Et j'ai appris que vous continuiez d'acheter, par exemple cette pièce qui se trouve derrière nous, est une pièce que vous venez d'acheter il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais ce sont des pièces nouveaux, donc c'est fait du matériel recyclé. C'est du matériel recyclé? Oui, c'est tous du matériel recyclé, mais en utilisant les mêmes formes que les matériaux originaux. Et donc, non, c'est tous du matériel recyclé. Il aurait pu prendre un éléphant. Évidemment, aussi, il y a des raisons pratiques. Transport d'un éléphant empaillé. Donc, il n'a pas opté pour le côté spectaculaire? Non, absolument pas. Non. Mais il y a un hippopotame qui est à l'entrée du musée qui est encore empaillé. Hein, donc, Et alors, le rapport qu'il fait avec les photos de René Illustra, vous trouvez que c'est original? Oui. C'est pertinent? Oui, absolument. Absolument. Parce que je trouve d'abord les photos très beaux, très originales, et on a toujours l'impression que ces photos regardent les collections, qu'ils les étudient. Et non, je trouve ça très original. Et ça donne vraiment une plus-value à l'exposition. C'est la position de l'occidental par rapport à l'art... à l'art traditionnel, à l'art un peu ancien, quoi. C'est colonial en nature et il n'y a rien de neuf sauf ces peaux ici, donc absolument. Merci. Ok, je vous en prie.